نظم المعهد التونسي للخبراء المحاسبين بتاريخ 5 جويلية 2022 ورشة عمل بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات حضرها العديد من الطلبة والمتربصين بالإضافة لمجموعة من أساتذة ودكاترة المحاسبة في تونس. تعلقت هذه الورشة عموما بطرح عدة مواضيع تمس المحاسبة، حيث تم التطرق أساسا لموضوع مراجعة الأصول الثابتة بالقوائم المالية، ثم بصفة أقل ناقش السادة الحضور كل من قانون المالية لسنتي 2019 و2022 بالإضافة لبعض المراسيم، وبذلك تم تسليط الضوء على هذه القوانين عن طريق توضيحها وكشف مواطن الضعف فيها، بالإضافة للتطرق لأهم الإشكاليات المطروحة وكشف طرق معالجتها لتجاوز كل الصعوبات. حضر هذه المناسبة عدة شخصيات هامة في عالم المحاسبة على غرار السيد المنصف بوسنوغا زموري رئيس معهد الخبراء المحاسبين، والسيد وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، والسيد فيصل دربال الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين، بالإضافة للخبراء المحاسبين عبد الرزاق الجابسي وعبد اللطيف عباس وماهر قعيدة. كما سجلت عدة عناصر نسائية بارزة حضورها في هذا الحدث على غرار السيدة حبيبة الواتي مستشارة وأستاذة جامعية، وأيضا الخبيرة المحاسبة نجيبة الشوك. من أهم النقاط التي ناقشتها ورشة العمل الجوانب الضريبية لإعادة تقييم الميزانية، إعادة التقييم القانوني للميزانيات، إعادة التقييم من قبل الشركات للمباني المنشئة وغير المنشئة. Pour leur patience, leur attention accordée à ce colloque. Je remercie mes collègues pour leur brillante intervention. Réellement, c'était consistant, intéressant, et tout ce qui a été dit a été écouté avec beaucoup d'attention, la preuve des questions. Moi, j'ai deux remarques. La première concerne l'intervention de mon ami président Walid Ben Salah. Moi, je crois que la réévaluation légale est une opportunité. Est une opportunité surtout pour les actionnaires. Parce qu'une société qui se respecte est une société qui se prépare pour l'avenir et par conséquent sait dans 10 ans comment son entreprise va être. Je prends le cas d'une entreprise qui peut-être va changer de locaux, une usine, et par conséquent elle doit tenir compte de cette décision. Ici, on fait perdre aux actionnaires l'exonération de la plus-value sur évaluation serait une catastrophe. Et les dirigeants seraient jugés, entre guillemets, pour ça. Par conséquent, moi je considère que la réévaluation est une opportunité. Toutefois, moi, permettez-moi d'atténuer ce débat et ne pas être affolé par le fait que l'article 20 pose problème. Certes, il pose problème, mais n'oublions pas que notre institution, l'ordre des experts comptables, ce conseil constitué de jeunes experts comptables pleins d'ambition et de connaissances et de maîtrise
de la place financière et économique doivent se réunir bientôt et nous trouver la solution en accord avec notre ministère de tutelle qui est responsable de la publication des normes. Et par conséquent, il n'y a pas lieu de s'affoler, d'autant plus que nous sommes au mois de juillet et 90% des états financiers ont été déjà approuvés et nous avons un an. Et pour les 10%, certainement, il y aura une solution. Par conséquent, aujourd'hui, nous sommes venus pour poser la problématique. Parce que nous sommes conscients des difficultés dont Mme Chou a présenté et tout à l'heure dans la synthèse qu'elle va présenter, elle va l'approfondir. Mais nous avons en Tunisie des institutions. Et ces institutions font respecter la loi. Et je termine en disant, je sais que maintenant moi je suis vers la porte de sortie, mais je me rappelle qu'en 1996, et je le dis toujours, j'ai donné un avis contraire. On était Ernest Indion, j'étais pas KPMG dans le temps, Mme Rachipou était avec moi dans le temps. Donc, on était commissaire compte de la STB, on a donné deux avis différents concernant la réévaluation. Et jusqu'à ce jour, je suis convaincu de ma position. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les normes internationales, il ne faut pas les diaboliser, respectent dans leur application les lois locales. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les normes, les institutions internationales ont du respect aux lois locales. Par conséquent, je crois que nous trouverons la réponse à toutes ces interrogations et merci. C'était réellement très consistant, très intéressant. Et croyez-moi, ce ne sont pas des paroles, nous allons trouver la solution parce que c'est le ministère qui est responsable de la publication des normes avec la contribution active de l'ordre des experts comptables et par conséquent, les solutions seront trouvées. Pour terminer, je veux dire que plusieurs interrogations ont été posées. Mais à la lecture, parce qu'il y a une publication qui va être faite, cette publication, elle est exhaustive. Certainement, vous allez trouver toutes les réponses à vos questions. Et bien entendu, l'ITEC reste à votre disposition pour toute interrogation supplémentaire et un éclaircissement. Je vous remercie tous et à très bientôt et merci. La méthode est sur la base de normes. J'aurais aimé que parmi nous aujourd'hui, mais malheureusement, ces occupations l'ont empêché, que Madame la ministre des Finances soit parmi nous, ainsi que Mesdames et Messieurs les directeurs généraux. Toutefois, la collaboration avec eux est toujours continue et fructueuse, en espérant que les recommandations et conclusions du workshop seront prises en considération. Je ne peux terminer cette intervention sans remercier mes collègues
qui ont travaillé nuit et jour pour préparer ce workshop. De même que le personnel et les experts. في 2019 أخرجت les indices de révaluation فرض عام فرض قانون بالعيد تذكروا l'amortissement intégral كان 200 دينار هكا وزير كان وكان في ديكري جاو قالوا شري 500 لكن تحطت في الكوب علاش؟ خاطر حسب الفصل 65 من الدستور ما عندناش الحق نمسوا لاسياد دو لامبو التو دو لامبو الا بالقانون. احنا اليوم هذه زاديس نحكيو عليهم الكل اونتي كونستيتيسيونيل خاطر عندنا امباكت كبير على السيادة في المستقبل. دونك نحن قاعدين نخرفوا خراف تونسيسي باسكو حتى البروجي دو لا كونستيتيسيون il maintient les dispositions de l'article 65. On est dans l'inconstitutionnalité de la mesure. عندها امباكت كبير على l'amortissement déductible sur la base d'une. علاش وقتها ما حطوش لي زانديس في القانون 200 دينار كيفاه 200 ولا 500 خاص من الدوكري مش اليوم عندنا في الامورتيسمون ليتو في الدوكري وال 500 دينار لارتيكل 12 بيس على خاطر انترتي من 2014 باش نتصرفوا في الاسيد فيسكال بلاش سند قانوني. اليوم on est dans une disposition معناها des mesures anticonstitutionnelles. Qui va pouvoir soulever ça على خاطر c'est ce que j'ai dit كل حاجه تمس الاسيد تمس التو تمس ça doit être prévu par la loi. Donc, soit la modification, c'est le moment pour se couvrir aussi les indices qui arrivent في القانون نتاعك. Sinon, en tous les cas, on est حتى ثاني j'ai assisté pour voir l'article على صدق على القانون ويعرف اللي هو انتي كونستيتيسيونيل. Alors, le deuxième problème qui se pose aussi, peut-être avec les commissaires au corps, les établissements stables, le problème c'est que la rédaction des textes tels que le guédé, c'est-à-dire les sociétés peuvent procéder, exclut également les établissements stables. L'humain a des établissements stables tunisiens, des entreprises étrangères, a bien sûr un actif vraiment très important. Au hasard de la rédaction des textes, ils sont exclus du mécanisme de révélation. Ils n'ont pas le problème d'un commissaire au monde parce qu'ils n'ont pas l'obligation, mais fiscalement, ils ne peuvent pas profiter des mesures fiscales. Alors que qui va contenir des établissements stables, la vérification en termes de milliards, ceux qui travaillent sur la pétrolier et tout ça. Donc, on a beaucoup d'établissements. S'ils ont été exclus, là aussi, allez voir, c'est une manipulation des textes. ما تجمش كل حاجة على خاطر ça n'a pas de sens pour que les établissements stables soient écartés de la révélation aussi. Le législateur il s'est dit je généralise l'amortissement dégressif. Après باش عليه محسن نعطيه un amortissement dégressif ونزيد un amortissement par révélation. Donc du coup ils ont mis fin à la révélation légale par la généralisation de l'amortissement dégressif. Et puis la plus-value يقول لك يا فاد les entreprises مؤسسة تربح تحقق plus-value, il n'y a pas des autres qu'elles soient exonérées. Dès qu'elle a la logique et qu'il n'a pas de la révélation des actes. Le livre du temps où j'étais à l'administration, c'est du quotidien, des courriers. نحب نعمل الليبر بربي شنو هو les conséquences fiscales. علاش يحب يعمل لي؟ شو بالك يا خو قرر حب يدخل معها انا في استراتيجيك جي قال بربي هنا نجي نحضر له بيلون عندي تيران تاعي 500,000 دينار تيران يسمى خمس نبدا نفسر له يعمل 5 مليار دوي كذا يقول لك اعطيني لا possibilité de lui présenter un bilan يوفي الحقيقه نبغى نعمل روحك لقيتني في تخش عليك ما عملتش ريفالياسيون ناخذ لك تخش عليك vous n'avez rien fait. Oui, femme le risque, pour les entreprises que je vois mes collègues les redresser et ils sont redressés. Tant qu'on m'assiste sur les ailes, c'est une constatation, c'est un simple jeu d'écriture. Jamais on a dit on peut toucher la relaxe, on a beaucoup de doctrines. ما أساسات ما فيهاش تعملها، عندنا des déficits, des amortissements différés, elle les inclut في عقد الرزق. هذا صحيح، رجعتها disponible. Donc
vous perdez le report déficit net, vous perdez le report des amortissements différés. J'ai disponible. L'impôt de distribution, qui l'impôt de distribution à partir de 2015. C'est une réévaluation, une remise en cause systématique de la valeur de tout équipement à chaque date d'arrêté et à chaque date de clôture. Donc, on est sous la qualifiée de clôture en fin d'année. Les situations en Z intermédiaire, vous avez un problème. Compte tenu également du fait que, en date de publication, vous devrez tenir compte également des problématiques de valeur. Lorsqu'il y a changement de valeur significative, après la date de clôture, change. Donc, c'est très important de comprendre de quoi on parle. Lorsque je parle des immobilisations, la norme nous dit, nous sommes devant des actifs dits corporels. Et comme tout actif corporel, on a deux problématiques d'audit, puisque la valeur fait deux composantes. Une quantité fois une valeur. Donc, la quantité, c'est toutes les problématiques que vous allez trouver au niveau du recensement. D'accord? Mais également, vous allez retrouver dans toutes les appréhensions, qu'est-ce qu'une immobilisation et ses composants? L'inventaire physique, Michel d'État, on a des équipements complexes qui comprennent des problématiques d'appréhension, de démembrement de l'actif en sous-ensemble homogène, pour lesquels, trop souvent, nos clients ne savent pas présenter des informations. Hier, pour gazoduc, il y a en un seul morceau. Hier, pour pipeline, il y a en un seul bloc. Hier, pour une unité industrielle, il y a le problème est compliqué même dans l'aspect quantitatif. Pas d'abord l'aspect valeur. En fait, celui qui détermine la valeur d'un actif, c'est toujours la norme. La norme, compte tenu de chaque actif qui lui est proposé, nous impose une manière de mesurer en date de clôture. D'accord? Et de présenter en date de publication. Donc c'est pour ça que les IFRS, une grosse partie est dédiée, notamment dans les notes des états financiers, parce que le problème de la valeur est très sensible. Là, forcément, on va poser la problématique. J'ai les valeurs qui sont utilisées, et pourquoi nous posons le problème de la valeur? Nous allons poser le problème de la valeur parce qu'on a obligatoirement, selon la référence fiduciaire de la référence internationale, c'est le maintien du capital. N'oubliez pas que ce que nous faisons en comptabilité, nous le faisons pour maintenir le capital. Vous cherchez le référentiel comptable, parce que comme vous avez deux capitales à maintenir, soit le capital financier, en unité monétaire, soit le capital physique. De la possibilité de l'évaluer. Au fait, cette exclusion-là n'est pas le fait des deux dernières lois. Le régime qui a été supprimé en 2000 prévoyait cette exclusion des personnes physiques. L'exclusion des personnes physiques de la possibilité de l'évaluer a été instituée en 92 et en 93, d'ailleurs je ne me rappelle pas exactement de la date, mais j'ai la fin de l'exposé de mon livre. La raison est en termes pour la conférence introductive, la réévaluation des actifs immobilisés, une opportunité salutaire, certes, mais perfectible compte tenu des insuffisances que nous avons passées en revue dans le cadre de cette communication. Pour pouvoir répondre à la question, s'agit-il de modèle salutaire? Il faut se poser la question. Est-ce que le retour au modèle de la réévaluation légale est opportun ou non? Première question. Deuxième question, l'application des préconisations de la norme comptable avec les dispositions fiscales est-elle facile? Autrement dit, peut-on concilier entre les exigences de la norme comptable et les exigences fiscales? Est-ce que cette conciliation est possible et permise? Pour répondre à la première question, le retour à la réévaluation légale, là j'ouvre une petite parenthèse, la réévaluation légale est la réévaluation qui se base sur l'application d'indices, indépendamment de la valeur d'expertise. L'indice dépend de l'année d'acquisition du bien en question. Donc on va appliquer l'indice à n'importe quel bien en fonction de sa date d'acquisition. Que ce bien soit situé, soit un terrain situé au berge du lac, ou que ce bien soit un terrain situé dans une petite délégation d'une zone de développement régional, c'est exactement les mêmes indices que nous appliquons.
Et c'est la révélation libre qui est reconnue par la doctrine et par les textes non opposables pour les immobilisations non amortissables. L'amortissement est calculé sur la base des valeurs réévaluées. Quel avantage aussi. La France, la réévaluation légale a été supprimée depuis 1984. Je voulais tout d'abord souhaiter la bienvenue à vous tous et vous exprimer notre grand plaisir d'être compté parmi vous à ce rendez-vous. J'adresse mes vifs remerciements aux membres du bureau de l'ITEC et aux organisateurs de cette rencontre de débat sur le thème la réévaluation des actifs immobilisés, nouveautés comptables et fiscales et problématiques de mise en œuvre, ainsi qu'aux honorables panélistes qui vont prendre part à cette rencontre de débat. Leurs interventions seront certainement d'un grand apport pour qualifier davantage certaines notions, présenter les traitements préconisés et enrichir le débat sur les problématiques en lien avec cette thématique. Mesdames et messieurs, je voulais, à travers ce petit mot d'ouverture, rappeler brièvement l'évolution de notre réglementation comptable depuis l'adoption du système comptable des entreprises en 1996 et qui, à l'époque, était fortement inspiré du référentiel comptable international, notamment les normes IAS. C'est pour cette raison que, depuis la publication de la nouvelle norme 5 au mois de mars, la Commission des normes, sachant que par ailleurs la réglementation fiscale prévoit l'application de la même manière des mêmes indices fiscaux pour tous les biens immobiliers sans distinction de leur spécificité ou leur destination. Par exemple, un ensemble constituant une unité principale de production, telle qu'une cimenterie ou bien une unité hôtelière ou un terrain de golf. Donc, s'il y a un avantage fiscal des entreprises vont le faire, s'il n'y a pas d'avantage fiscal, il faut se poser la question pourquoi l'entreprise a procédé à la réévaluation. Par ailleurs, mais quelle entreprise bénéficiaire? L'actionnaire, pourquoi il va prendre dans les organes de gouvernance de l'entreprise une décision pour faire augmenter les amortissements, les charges d'amortissement, augmenter la charge d'impôt puisque l'amortissement supplémentaire n'est pas déductible fiscalement, engager des charges pour faire des expertises et pour mettre en place des modèles de réévaluation, augmenter probablement la charge des honoraires d'audit, etc. Donc ça va réduire le résultat comptable, ça va réduire le résultat distribuable, alors que l'avantage fiscal, s'il y a un avantage, il est différé après 10 ans et après cession du bien. Donc, je pense que on a déjà réduit l'intérêt de procéder à cette réévaluation. À moins que ce sera plutôt des entreprises déficitaires, avec des records déficitaires cumulés très importants, et qui, par ailleurs, procèdent à cette réévaluation, soi-disant pour embellir leur situation de fonds et leur bilan. Pour le moment, je vais parler sur le contrôle M. Rachel, en tant que président du Conseil de surveillance de la banque, en sa qualité de banquier. Je ne pense pas aujourd'hui qu'une simple écriture comptable va permettre à ces entreprises en difficulté d'avoir de nouveau l'accès au financement. Si vous n'avez pas suffisamment de cash flow qui vous permet de payer vos dettes et de renouveler votre type de production, je ne pense pas que la réévaluation d'un terrain ou d'un bâtiment va vous donner de nouveau la possibilité d'accéder au financement. Et auquel cas, Lyon, je pense que la question fiscale est très importante pour pouvoir donner l'intérêt nécessaire à cette mesure et rejoindre également par ailleurs la pertinence au niveau de la publication des données financières. Voilà. Vous traitez ça comme une réévaluation positive. En d'autres termes, pour la partie que vous avez comptabilisée en charge, vous allez comptabiliser un nouveau état. D'ailleurs, j'ai pris un exemple rapide, simple. Prenons le cas d'un terrain acquis pour 200 000, réévalué fin 2021 à 300 000, évalué par un expert foncier. Il s'agit d'une réévaluation libre du fait que la valeur indiciaire, c'est seulement 259 400. Par conséquent, donc,
Tout d'abord, au moment de la réévaluation, qu'est-ce qu'on va faire? On va dégager un écart de 100 000, n'est-ce pas? De 100 moins 300 moins 200. Qu'on va comptabiliser en partie en capitaux propres, 100 fois 85%, et en partie en passif d'impôt différé. Ça, c'est pour donc, rappel du traitement. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, fin 2023, ici, fin 2023, du fait qu'il y a passage d'une voie ferrée devant l'entrée principale du terrain, il y a baisse de la valeur. Et la valeur, elle passe de 300 000 à 180 000. Donc la perte de valeur, c'est 120 000. C'est comme si donc, cet avantage fiscal donc, reste théorique, mais dans les faits, il n'existe pas. Troisième proposition, étendre le champ d'application de la réévaluation légale à toutes les catégories d'immobilier corporels. Autre que les biens immobiliers, pour les sociétés non industrielles. Pourquoi pour les sociétés industrielles, on accepte de réévaluer toutes les catégories, alors que pour le reste, on accepte la réévaluation que des biens immobiliers. Et enfin, pour moi, j'ai écrit une seule. C'est un travail très difficile pour moi, parce que ce sont des éminents conférenciers qui ont chacun apporté un problème supplémentaire à notre problématique de cohérence entre les textes fiscaux et notre nouvelle norme 5 pour la comptabilisation des immobilisations corporelles en Tunisie. Chacun a apporté un plus et une information, une connaissance supplémentaire pour appréhender ces différences. Je remercie Faisal Derbel pour le benchmarking qu'il nous a présenté. Et nous avons constaté que nos pays concurrents à l'échelle régionale et internationale ont tous pratiquement abandonné la réévaluation légale au profit de la juste valeur. Donc si nos entreprises restent attachées à cette réévaluation légale, elles vont être lésées au niveau de la comparaison de leurs états financiers par rapport à leurs concurrents. Et là, c'est un handicap majeur. Je le remercie également pour l'initiative, c'est lui qui a initié ce workshop. Et ça vient à un moment vraiment très important et juste après la publication de ces textes fiscaux et de la nouvelle norme, pour mettre les experts comptables et les commissaires de compte devant leur responsabilité vis-à-vis de la certification des états financiers de nos entreprises. Et lorsqu'on avance au niveau des conférences, chacun apporte une pierre, un édifice nouveau à la complexité du problème posé par le workshop. C'est ainsi que CBFC a maintenu et a présenté des arguments fort importants pour nous retenir que la réévaluation à la juste valeur, c'est la seule admise à le référentiel international et le référentiel adopté par le ministère des Finances est devenu obligatoire pour nos entreprises tunisiennes. Là, il a tout à fait raison d'ignorer la réévaluation légale et de ne maintenir que la réévaluation à la juste valeur auquel le commissaire au compte est obligé d'adhérer. Nous passons ensuite à l'intervention de Mme Ahmed El-Ghouati qui a compliqué davantage le problème. Elle a dit, même les textes fiscaux se contredisent. Que faire? Alors, si une petite entreprise tunisienne peut vraiment bénéficier de cet avantage de l'évaluation légale, elle lui dit, non, vous n'êtes pas à l'abri d'une contradiction entre les textes fiscaux eux-mêmes. Que faire pour la petite entreprise tunisienne
qui cherche, après une série de crises économiques, de crises politiques, de crises financières, une bouffée d'oxygène pour améliorer sa structure financière, pour améliorer ses capitaux propres et s'approcher un peu, je dis bien un peu, de la juste valeur de ces états financiers. Vient ensuite l'intervention de ce Sima El Baïda, qui était dès le départ catégorique. On ne peut en aucun cas accepter la réévaluation légale au détriment de la réévaluation à la juste valeur. Et il ne s'arrête pas là. Il nous pose d'autres problèmes au niveau de la détermination de la juste valeur. Comment la déterminer aux divers stades de la vie de l'élément immobilisé. Des problèmes au niveau de l'enregistrement à la date d'entrée, des problèmes d'enregistrement au niveau de la date de clôture, et même, il pose le problème de réévaluation lors des situations intermédiaires. Alors, est-ce qu'on peut demander à l'entreprise tunisienne, la petite et moyenne entreprise tunisienne, à s'amuser à désigner des experts initiés à tous les 6 mois de la vie de l'entreprise? Ça coûte cher. Comment faire? Ou bien avoir une non-certification, une réserve dans les états financiers de l'entreprise. Moi, je ne veux pas que mes entreprises acceptent des réserves du commissaire au compte pour des choses, pour des évaluations, dont ils ne sont pas capables d'assurer financièrement et même sur le plan application théorique. C'est inadmissible. Donc, on demande le plus rapidement possible une prise de position de notre administration, de notre ministère de tutelle, pour nous sortir de ce dilemme et pour nous permettre de certifier des états financiers tout en assurant une régularité et une sincérité de nos états financiers. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que les états financiers publiés par nos entreprises soient conformes aux normes internationales et peuvent permettre certains avantages fiscaux pour dépasser cette période de crise. Et je suis confiante que nos responsables au ministère des Finances sont conscients et œuvreront à rétablir une certaine conformité entre la norme qu'ils nous ont imposée, la norme comptable, et les textes fiscaux qu'ils nous proposent pour aider l'entreprise tunisienne à renforcer ses capitaux propres et améliorer son image fiscale. Voilà. Je remercie encore une fois tous nos conférenciers pour les apports qu'ils ont apportés et pour le bénéfice qu'ils nous ont apporté. Merci à tous. Paiement pour payer le moins de la vie. Alors, à la suite de ce workshop, on aboutit inévitablement à l'adoption de la norme au détriment de la solution fiscale, ce qui est inacceptable pour nos entreprises actuelles qui cherchent à améliorer leur image image fidèle, mais aussi à profiter des avantages, même minimes, des avantages fiscaux, et équilibrer d'une manière même incomplète leurs états financiers et renforcer d'une manière sans apport nouveau, qu'ils n'ont pas d'ailleurs, les fonds propres pour présenter des bilans acceptables par les établissements financiers et pour s'approcher des états financiers présentés par leurs concurrents à l'échelle internationale. Là, la solution que vous avez tous proposée, c'est le changement de l'article 20 concernant la réévaluation légale. Mais entre-temps, cette modification, cette mise à jour ne pourrait être que dans le cadre d'une loi de finances. Entre-temps, que faire? Moi, en tant que commissaire aux comptes, je dois certifier, je dois donner une opinion sur des états financiers
qui ont été déjà publiés pour l'exercice 2021 et je dois continuer à émettre des opinions pour les bilans qui ne sont pas encore certifiés. Que faire? Que faire en attendant la mise à jour ou bien la rectification de ces textes fiscaux? Surtout qu'on peut demander un ajustement pour diminuer les injustices ou les incohérences des textes. Mais Madame Ahbiba, que je remercie énormément, parce qu'elle dit même ces textes fiscaux sont contradictoires entre eux. Alors, ça complique davantage la situation de l'entreprise. Et je vous donne une autre complication. C'est notre fameuse future constitution qui prévoit la justice fiscale. Où est-ce que se situe cette justice fiscale lorsqu'on